Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Academ et RCJ pour une édition spéciale. 6 mois après le 7 octobre, nous revenons sur le traitement médiatique de cette journée et des mois qui ont suivi des massacres dans le sud d'Israël à la guerre de Gaza. 6 mois d'une guerre de l'information avec Stéphane Bou, directeur de la rédaction d'Academ. Nous allons décrypter ce qu'il y a derrière les unes, les mots, les récits qui ont marqué cette couverture médiatique de la sidération collective à un traitement presque militant. Comment l'émotion, les incertitudes ont-elles parfois mené à la diffusion de fausses informations? Quelle dynamique s'est créée ou renforcée au sein des rédactions? Quelle place pour les faits, d'une part, pour les commentaires de l'autre? Par-delà le seul traitement des médias institués, comment les propos et les conflits d'interprétation sur les réseaux sociaux ont-ils nourri l'atmosphère médiatique? Comment comprendre aussi la radicalité et la polarisation des lectures qui se sont bien souvent et progressivement révélées, comme si le conflit symboliquement s'était déplacé au cœur des discours et des récits qui entendent rendre compte de l'événement? Ce sont une partie des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Oui, Elsa, il est des événements qui, d'un jour à l'autre, nous font basculer d'une époque à l'autre. Ce qui a eu lieu le 7 octobre est de cela, et nous ressentons tous que le monde juif dans son ensemble, en Israël comme en diaspora, mais aussi toute la scène politique internationale, sont confrontés à une situation nouvelle qui doit être documentée, décrite et analysée. Alors c'est une tâche d'autant plus difficile que notre actualité qui a percuté l'histoire est en cours et que la situation ne cesse chaque jour d'évoluer. Et puis c'est une tâche d'autant plus difficile aussi que, comme vient de le rappeler Isa, donc Pariente, la rédactrice en chef de RCJ avec qui nous avons conçu cette émission, le travail journalistique a en effet été pris dans une guerre de l'information, comme elle le disait, où la seule saisie des faits et des informations semble parfois impossible, comme si la plupart d'entre nous devions avant tout chercher à nous positionner dans un conflit qui enflamme les esprits. Alors, comment la séquence ouverte il y a 6 mois par le 7 octobre semble-t-elle poser toutes sortes de questions spécifiques et douloureuses, peut-être inédites, quant à son traitement médiatique? C'est l'interrogation principale, je pense, qui va nous orienter avec nos invités. Alors, que je présente, Martine Gosselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous avez été longtemps journaliste à Marianne, et aujourd'hui, vous êtes la rédactrice en chef du mensuel Géopolitique, Écran de veille. Ève Seftel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération. Toutes deux, vous avez été en Israël après les événements. Martin Legros, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, responsable notamment des pages idées, je pense, et de la manière avec laquelle votre mensuel s'empare de l'actualité pour offrir matière à réflexion. Et avec nous, il y a aussi Dror Even-Sapir, qui est analyste politique et géopolitique sur i24 News, qui est présent avec nous depuis Israël. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être avec nous. Alors, je vais poser une première question très générale pour lancer notre discussion, qui va renvoyer à votre expérience personnelle en somme. Comment chacun d'entre vous, à sa place spécifique, c'est-à-dire dans vos rédactions spécifiques, à votre endroit, vous avez travaillé depuis le 7 octobre pour rendre compte des événements qui ont eu lieu en Israël et à Gaza? Ève, Martine. Oui, mais moi je veux bien commencer, si vous voulez. Je crois, personnellement, j'ai travaillé dans le même état d'esprit que l'ont été tellement de nos concitoyens, c'est-à-dire très douloureusement. J'ai travaillé très douloureusement et les circonstances ont été telles que bien sûr, je n'ai pas continué. Je n'ai pas continué dans ce journal dont où j'ai exercé pendant 24 ans. Donc, si vous voulez, l'horreur du 7 octobre, qui est une horreur que tout le monde a décrit, enfin que vous avez décrit ici, et puis c'est conjugué à une horreur existentielle, c'est conjugué à un décalage totalement professionnel et à la découverte que finalement les masques tombaient. Les masques sont tombés pour tout le monde dans cette période et ils se sont dévoilés ils ont dévoilé des visages avec une violence qui m'a profondément affectée. Bien entendu, j'ai tenté de rendre compte au jour le jour de ce qui se passait. J'ai été à la fois laissée libre de m'exprimer et en même temps j'ai senti au fur et à mesure qu'il y avait une pression qui s'exerçait, une pression idéologique majeure qui m'a amenée petit à petit à finalement quitter ce journal.
Voilà, c'est une pression idéologique majeure qui était en quelque sorte au diapason des pressions qui s'exerçaient partout dans l'atmosphère médiatique, dans l'atmosphère intellectuelle, dans le regard porté d'abord sur ce massacre, ensuite le non-regard avec l'oubli de ce massacre et sa transmutation en épisode. Et puis, finalement, ce dont a très très bien parlé Delphine Orwiller, c'est-à-dire la révélation de la faille empathique immense qui a été creusée avec entre finalement ceux dont l'identité juive était là et puis des acteurs des médias. Oui, alors d'emblée, vous dressez un panorama sur l'ensemble de la séquence. Je m'attendais à une réponse plus concrète sur la manière avec laquelle vous aviez travaillé immédiatement après le 7 octobre et vous posez toutes sortes de questions sur les pressions idéologiques et la manière dont ça a affecté votre carrière. Oui. Et il faudra évidemment qu'on y revienne dans les détails parce que c'est, je pense, très important ce que vous venez de dire là. On peut se tourner vers Ève pour lui demander aussi comment... Parce que je crois que vous êtes tout de suite parti en Israël, vous, à ce moment-là. Alors, il y a eu des envoyés spéciaux immédiatement, mais moi, je suis partie un mois après les événements. Donc, j'étais la 3e ou 4e à partir. Je ne suis pas journaliste au service étranger, donc moi, je traite plutôt des questions françaises. Donc, c'était une marque de confiance que j'ai pris comme telle de m'envoyer. Il se trouve que je connais bien la région. Je m'étais portée volontaire, mais je n'avais pas insisté particulièrement. Je m'estimais pas prioritaire, mais bon, j'y étais. Puis je parle la langue, donc ça peut aider. Et j'ai pu pendant la dizaine de jours où je suis restée, j'ai fait de nombreux articles qui documentaient plutôt le traumatisme, qui un mois après, qui était encore évidemment très vif et qui le reste. Et notamment j'ai fait une enquête assez longue sur les enfants et comment les enfants et les adolescents avaient vécu le 7 octobre et comment cet événement faisait effraction en fait dans leur intimité, perturbait leur sommeil. Ça m'a demandé un peu de temps pour faire parler les psychologues. Faire parler les parents, même parler les enfants. J'ai rencontré des survivants aussi de Kfar Aza, 2 adolescents dans un des kibbutz dans un kibbutz au nord de Tel Aviv où le kibbutz était accueilli. Et donc, j'ai été la première aussi à écrire sur la question des viols, puisque on commençait à peine à évoquer le sujet. En tout cas, il commençait à être documenté. On était au tout début, donc c'était aussi difficile parce que il y avait déjà, avant même que les premiers éléments de l'enquête de la police israélienne soient établis, il y avait déjà des soupçons. Donc, il fallait aussi faire face à ces soupçons. Ce qui va devenir après une véritable vague de négationnisme qui est arrivée très vite. Peut-être parce qu'on est dans le temps des réseaux sociaux et de l'immédiateté. On voit que après la Shoah, c'est quand même la vague est arrivée après, même si elle était sans doute déjà là, il y avait l'incrédulité, etc. Mais on n'est pas tout se passe tout de suite en fait. Et donc, et ensuite, je dirais qu'il y a 2 sujets. Il y a le sujet d'Israël et puis il y a le sujet de l'antisémitisme en France. Sujet sur lequel j'ai pu aussi écrire un peu plus tard et qui me semblait aussi important. Parce que je crois que pour les rédactions, il y a à la fois la couverture du conflit, mais il y a quand même aussi la couverture de ses répercussions en France et comment prendre la mesure de ce qui se passe, sans non plus... sans déni et et en même temps avec autant de rigueur que possible. Peut-être Dror Even-Sapir sur la façon dont vous avez travaillé concrètement pour couvrir ce conflit depuis Israël. Écoutez, j'ai eu la chance, on peut parler de chance peut-être, de ne pas avoir été sur le terrain, donc de ne pas avoir été confronté aux éléments les plus directement traumatisants, mais étant donné que je travaille et vis en Israël depuis maintenant très longtemps, depuis plusieurs décennies, j'ai dû parler
rendre compte d'une actualité proprement sidérante, alors que j'étais moi-même sidéré, comme tout un chacun, hein, comme tous les Israéliens. On était dans un état de sidération absolue, de très très grande tristesse, et il était bien évidemment d'autant plus difficile de s'en sortir que c'était la matière première de mon travail, à la fois en tant qu'analyste politique, géopolitique, et aussi en tant que présentateur. J'ai fait beaucoup de présentations de journaux depuis 6 mois, en tentant de rendre compte d'une situation. Vous savez, quand on présente les faits, ben, on se doit d'avoir un petit peu de distance par rapport à eux quand même. Et c'était de plus en plus difficile justement de garder cette distance, et de ne pas montrer à quel point on était soi-même dans un état de sidération, d'inquiétude. Donc j'ai dû un petit peu me faire violence pour être tout de même un présentateur et un analyste le plus objectif possible et le plus rationnel possible, alors encore une fois, comme tous les Israéliens, pendant très très longtemps, bien évidemment depuis le quotidien a plus ou moins repris ses droits, mais pendant très très longtemps, j'étais comme tout le monde, absolument sidéré par ce qui se passait. Et puis chaque jour passé, chaque jour, on apprenait davantage de choses sur les horreurs du 7 octobre, et également sur le comportement héroïque de bien des gens le 7 octobre. Encore maintenant, on découvre des choses absolument incroyables. Donc voilà, ça a été difficile d'être à la fois un petit peu le sujet et l'objet de l'actualité. Bien évidemment, je n'ai pas été directement et fort heureusement impliqué, même si je connaissais un petit peu un certain nombre de victimes, assez vaguement. Mais c'était une période absolument... comment la décrire? On n'avait jamais vécu forcément une chose pareille en Israël, et être un journaliste dans cette période-là, rajouter à cette espèce de sensation de vivre un moment à la fois tragique, dramatique, crucial pour l'histoire du pays, pour son avenir, et essayer de rendre compte de tout ça, encore une fois, de la manière la plus froide possible, rationnelle possible, journalistique possible. Ça a été, pour mes collègues et pour moi, un vrai défi qu'on a essayé de relever. Je ne sais pas si on y est parvenu, parce qu'encore une fois, on était véritablement en plein dedans en tant que journaliste vivant en Israël. Martin Legros, c'est intéressant ce que dit Dror quand il dit essayer de rester le plus objectif et le plus rationnel possible, quand il a le sentiment d'être à la fois le sujet et l'objet de ce qu'il a à rapporter. Donc on sent une tension interne, et c'est peut-être quelque chose de très particulier qu'a provoqué cet événement. Alors évidemment pour les Israéliens, évidemment pour les Juifs, mais je pense par-delà aussi les Israéliens et les Juifs, il y a eu une manière avec laquelle l'événement a saisi absolument tout le monde. Et vous qui dirigez, qui êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, et régulièrement, en même temps, vous êtes un mensuel, mais vous suivez jour après jour l'actualité du monde, et vous vous êtes beaucoup attardé sur un événement comme le 7 octobre, comme vous avez accompagné la guerre en Ukraine, etc. Comment vous voyez précisément cette tension que vient de pointer Dror, à savoir rester objectif, rester rationnel, c'est l'exigence du journaliste, et en même temps, quelque chose qui vous prend tout le corps et les affecte. Oui, c'est très juste. Le 7 octobre, si je ne me trompe pas, est un vendredi. Nous, à Philosophie Magazine, on était en train... Un vendredi ou un samedi ? Un samedi, voilà. Et nous, à Philosophie Magazine, on est en train de boucler un journal il nous restait 3 jours pour le faire. C'est un mensuel, c'est des délais de bouclage assez longs. Et donc, on a d'abord, comme tout un chacun, je crois, pris un peu de temps. Ça a dû durer peut-être 48 heures, un peu moins peut-être, pour mesurer le fait que c'était vraiment pas une énième attaque, que c'était quelque chose qui bouleversait nos représentations, qu'on allait d'abord avoir du mal à le qualifier, à mettre un mot, un nom, un concept sur cet événement. Et d'ailleurs, il y aura des polémiques qui durent encore aujourd'hui. Était-ce un pogrom ? Était-ce une attaque terroriste ? Était-ce un acte de guerre ? Était-ce un acte de résistance, comme certains n'ont pas eu, ou eu l'audace, ou, je dirais, la débilité d'utiliser ce concept, mais voilà, comme tout grand événement, en fait, il fracture notre sensibilité. Il peut être effrayant, mais aussi, je dirais, il redistribue les cartes, et il nous oblige
à faire un effort pour essayer de le qualifier. Et donc, c'est vrai que nous, à Philosophie Magazine, c'est un peu notre métier, c'est-à-dire on essaye d'interpréter les événements, de leur donner des concepts. Et du coup, moi, un peu mon réflexe dans ces cas-là, c'est de solliciter à la fois, je dirais, ma bibliothèque à concepts, ma bibliothèque à idées, pour essayer d'abord de qualifier l'événement, et ensuite des autorités auxquelles je fais confiance pour essayer de les comprendre. Et donc j'ai eu deux, si je peux me permettre juste de dire, pour essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai eu deux interlocuteurs intérieurs, si je puis dire. Un premier, longtemps travaillé sur un penseur du politique qui s'appelle Claude Lefort, et il avait écrit, Claude Lefort, il est décédé, mais il avait écrit un texte sur au lendemain du 11 septembre, où on disait, mais pourquoi est-ce qu'Al-Qaïda a fait ça, etc. Et il disait, écoutez, une organisation terroriste, ça ne se suicide pas. Si Al-Qaïda a fait le 11 septembre, c'est qu'il y a une stratégie. Et la stratégie, c'est d'impliquer les États-Unis dans l'Afghanistan pour une nouvelle guerre, etc. Et j'avais ce schéma-là en tête, je trouvais ça très fort sur le 11 septembre, et je me suis dit, mais dans le fond, c'est peut-être ça. Le 7 octobre, c'est le 11 septembre d'Israël. Et c'est non seulement, en termes de conséquences, en termes d'effroi terroriste, l'équivalent pour Israël, pour le monde aussi, mais ça veut dire que quand le Hamas fait ça, il ne commet pas un acte de suicide, il a une stratégie il était peut-être en train d'entraîner Israël dans un piège. Et du coup, je suis allé interroger quelqu'un à qui je fais grande confiance, qui est Michael Walzer, qui est un penseur de la guerre et du politique, et je lui ai soumis ces hypothèses. Grand philosophe américain. Voilà, je ne vais pas m'étendre, mais ce que je veux dire par là, c'est, je crois que c'est un processus qu'on a, nous journalistes, mais tout un chacun, face à des événements de cette ampleur qui bousculent tout, eh bien, on est à la fois, on doit reconnaître, je ne suis pas sûr que vous avez dit, les masques sont tombés. Les masques sont tombés, c'est l'air de dire que, en fait, on sait ce que c'est l'événement, et puis il y a des acteurs qui avaient des intentions, et l'événement a fait révéler leurs bêtises, ou leur erreur, ou leur... Moi, je crois que c'est plus profond que ça. Un vrai événement, ça redistribue les cartes mentales, conceptuelles, politiques, stratégiques, de tout le monde, en bien et en mal. Il y en a qui se plantent, il y a beaucoup de choses dans le monde intellectuel, ça a révélé beaucoup de choses, en effet, mais ça, surtout, c'est un vrai événement qui a fait bouger les idées qu'on pouvait se faire, les concepts qu'on pouvait se faire de notre monde, de notre présent. Oui, là c'est une question. Me vient une question. Je parlais de la tension tout à l'heure entre grâce au récit de Dror, entre, disons, les affects, l'émotion qui nous saisit et la nécessité de demeurer objectif et rationnel. Là, ce que vous pointez, Martin Legault, c'est une autre exigence, c'est le fait qu'il faut documenter, informer, raconter ce qui se passe au jour le jour, et en même temps inscrire ça dans un récit plus large pour expliquer. Et ce récit plus large, il fait l'objet d'une guerre, tout simplement. Et là, d'un conflit des interprétations. Et je pense que vous êtes aussi, dans votre travail de journaliste de terrain, vous avez raconté les reportages que vous avez faits, confronté à ce problème-là. Et j'imagine que ça entraîne des discussions en interne, dans les rédactions, avec les collègues, que ça se dispute. Enfin, je ne sais pas qui veut tout de suite réagir, Dror, Martine, Ève. Moi, dès 5h30, le 7 octobre, j'ai commencé à écrire immédiatement pour le site de Marianne, et j'ai donc livré les premières relations de ce qui était en train de se passer à chaud, et je n'ai pas arrêté d'écrire pendant plusieurs jours, des jours et des jours. J'étais loin et en même temps j'étais près, j'étais dedans, ça me fracassait intérieurement, mais je gardais la distance, etc. Mais ce qui est très juste, Stéphane, c'est le décalage entre cette astreinte à vraiment raconter les choses au plus près des faits, exactement ce qui était en train de se produire. Et tout de suite, la surinterprétation qui en a été faite dans l'environnement, je suis désolée d'y revenir, mais ça a déterminé aussi ma façon d'être, de travailler, de vivre, et ma vie a changé après. Donc, ma vie professionnelle et mon regard sur un journal qui avait été le mien. Donc, si vous voulez, c'est cette surinterprétation à laquelle, très très vite, immédiatement, dans le troisième jour, je me suis heurtée immédiatement parce qu'il y avait une explication idéologique à faire fonctionner. Du moins au niveau de la direction de la rédaction de Marianne. C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure. Vous
Les masques sont tombés, l'expression sur laquelle est revenu Martin. Mais vous avez tout à fait raison, Martin, mais je n'étais pas restrictive quand je disais les masques sont tombés. Les masques sont tombés en même temps que les cartes étaient redistribuées, mais les masques de ceux qui constituaient notre environnement direct d'abord et indirect ensuite, effectivement, révélait qu'une redistribution des cartes était en train de s'exercer. En somme, les masques sont tombés, ça veut dire les grilles de lecture déjà préexistantes, prêtes à l'emploi, surgissent immédiatement, pour cadrer l'événement. C'était très intéressant, excusez-moi d'y revenir, mais c'était très intéressant de voir qu'immédiatement, il y a eu le oui, c'est un massacre, mais ce mais dont nous avons tous parlé, dont nous avons tous entendu parler, il a une longue histoire, ce mais, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Voilà, exactement. Ce qui s'est juxtaposé, et ça a été absolument terrible. Immédiatement, dans les conférences de rédaction qui ont suivi, ça a été le mais, et il fallait bien souligner que mais Gaza, mais l'occupation, mais de la Cisjordanie, etc. Il fallait construire un discours. Alors pourquoi ? Ça, on en parlera, je ne voudrais pas monopoliser, mais pourquoi fallait-il, par exemple, dans ce journal particulier, que la directrice de la rédaction, parce que je n'incrimine pas les autres services, voilà, que la directrice de la rédaction, insère l'événement dans un contexte idéologique. Pourquoi ? Voilà. Ça, c'était ce 8 mai, en tout cas, qui arrivait très vite, vous le dites, dès le 7 octobre. Et puis, on est 6 mois après aujourd'hui. Vous évoquiez, Ève, les témoignages, les enquêtes. Est-ce que ce sont des choses qui ont encore leur place aujourd'hui, alors qu'on est quand même beaucoup plus focalisé dans la presse, dans la couverture médiatique sur la guerre à Gaza ? C'est une bonne question parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment eu un tournant. Moi, jusqu'à décembre, jusqu'à la rupture de la trêve, je dirais, donc après la libération des otages, une partie des otages, notamment des enfants, je dirais que mon souci et celui de mon journal, ça a été vraiment de faire du journalisme, c'est-à-dire de témoigner, avec tout ce que ça implique de témoigner, c'est-à-dire aussi de s'exposer éventuellement, psychologiquement, puisque ce devoir de témoigner fait que pour ma part, je suis allée dans les kibboutz et que je suis parfois rentrée dans les maisons. Voilà, et ces images, elles restent ensuite. Et il m'a conduit aussi, bien sûr, à recueillir les témoignages des familles des otages. C'est très difficile aussi. Mais ensuite, il y a eu effectivement, je dirais, une bascule à partir du moment où on est rentré dans une guerre de long cours, avec un déséquilibre dans l'accès à l'information, puisque d'un côté, on a évidemment une information libre, et puis on va dire la propagande israélienne, je vais dire les choses comme ça, puisque c'est un État, donc un État en guerre fait de la propagande, qui ne veut pas dire forcément mensonge, mais en tout cas... Et de l'autre, on a la propagande du Hamas, très efficace, qui a inondé les réseaux sociaux et qui a pris de vitesse, en fait, on peut dire, le narratif israélien. Et la bande de Gaza n'étant pas accessible sinon aux journalistes embedded côté israélien, finalement, la réalité a été largement filtrée par les humanitaires. Donc, ce qui va pas sans poser un problème. Donc, effectivement, là, depuis janvier, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Le 7 octobre, en fait... on a fait comme si la page était tournée, alors qu'elle ne l'est pas. Elle n'est pas du tout en Israël. Hein. Et d'ailleurs, ils le disent le 7 octobre n'est pas terminé pour nous. Et les conséquences du 7 octobre ne sont pas non plus terminées en Europe, comme on peut le voir avec l'antisémitisme. Ça ne fait que commencer, on pourrait même dire, le 7 octobre. Or, c'est vrai que dans les rédactions, on a pu avoir l'impression que cet événement n'avait duré que 24 heures.
et que désormais, il fallait faire toute la place à cette guerre très meurtrière, sans aucun doute, mais dans lequel, effectivement, le Hamas a aussi sa responsabilité, évidemment. Alors, quelle est la... Enfin, après, on peut discuter de son degré de responsabilité dans ce qui arrive à la population civile. Il a même dû présenter ses excuses, qui montrent bien que voilà, la situation commence à être difficile pour lui. Et Libération en a parlé, et vraiment a fait état de ces difficultés pour le Hamas, effectivement, aussi, sur le terrain. Mais oui, il y a eu un point de bascule. Et concrètement, on a cessé d'envoyer des envoyés spéciaux. Notre correspondante fait des choses, mais assez peu. Donc voilà, c'est frappant aussi que les rédactions à ce moment-là ont traité depuis la France, depuis Paris, un conflit qui quand même a lieu à 4000 kilomètres. Certains rédacteurs n'y ont jamais mis les pieds, n'ont même pas idée de ce que c'est, voilà, l'enveloppe de Gaza, des choses très concrètes. Et effectivement, ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'envoyait plus personne, en fait. Voilà. Oui, ce qui est significatif, parce qu'effectivement, faire du desk, comme on dit dans le métier, ça change la donne sur les récits qui sont produits. Dror, je voulais vous demander, vous, depuis Israël, c'est-à-dire depuis la place très particulière qui est la vôtre, comment vous avez lu la presse française et la presse internationale? Comment vous vous êtes senti regardé en Israël depuis l'extérieur? La première chose qui frappe, c'est que, bien évidemment, on ne parle pas des mêmes réalités. Les médias en Israël, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, parlent très peu de la situation de la population dans la bande de Gaza, ou alors ils en parlent souvent pour montrer justement comment, à l'étranger, on parle de nous, et d'une manière plutôt négative, bien évidemment. Et l'écart entre la couverture médiatique des médias israéliens et des médias français est absolument frappant, pas totalement surprenant, si on y pense véritablement, mais effectivement, pour les médias français, le 7 octobre, c'est déjà de la vieille histoire, et le focus est mis sur, et uniquement sur la souffrance palestinienne, avec des grilles de lecture qui sont vues d'Israël, bien évidemment très souvent agaçantes, mais qui montrent à quel point les Européens, les Occidentaux et les Israéliens n'ont pas la même conception, par exemple, de ce que c'est qu'une guerre, de la nécessité parfois de prendre les armes, de l'incapacité souvent, et là j'ai en tête non pas des articles journalistiques, mais peut-être davantage des analyses de spécialistes de la question, et parfois des spécialistes dont je reconnais moi-même les compétences, et qui laissent entendre que, eh bien, un processus de paix est possible et nécessaire, même lorsque le Hamas garde encore ses capacités de nuire et de diriger la bande de Gaza. Il y a comme un non-dit, il y a un angle mort. On a l'impression, vu d'Israël, que les Européens ne peuvent pas, de par quelque part l'ADN idéologique de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, ne peuvent pas admettre que oui, parfois, une guerre est nécessaire, et qu'une guerre, malheureusement, c'est toujours quelque chose d'atroce. Mais que pour éviter justement des guerres qui le seraient encore davantage, parfois il faut prendre les armes. C'est de l'ordre de l'impensé, y compris parmi les spécialistes de la question, qui sont parmi les plus reconnus. Le fait qu'on ne peut pas concevoir une paix israélo-palestinienne si le Hamas a encore les capacités qu'il avait le 7 octobre, et que malheureusement, semble-t-il, il l'a encore, beaucoup moins, bien évidemment, que le 7 octobre, mais tout de même. Ça, c'est l'une des choses qui m'a frappé. La deuxième chose, c'est la tendance à considérer ou à réduire le conflit israélo-palestinien, ou Israël contre le Hamas, un conflit de religion, un conflit dans lequel la religion, de part et d'autre, joue un rôle essentiel. Alors, bien évidemment, pour le Hamas, c'est une certitude, mais pour Israël, le fait d'utiliser les épouvantails assez commodes tout de même que sont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich comme étant ceux qui dicteraient, de par leur conception messianiste et religieuse des choses, la manière dont la guerre est menée sur le terrain, c'est une absurdité, puisque le cabinet de guerre, qui véritablement gère la guerre et qui le fait plus ou moins bien, on peut, et moi-même j'aurais beaucoup de critiques à formuler,
mais c'est un cabinet de guerre qui est composé de personnalités dont on peut dire beaucoup de choses, mais qui sont des personnalités rationnelles. Et la personnalité la plus religieuse dans ce cabinet de guerre, le ministre orthodoxe Aryeh Deri, du parti Chasse, il est considéré comme un modéré parmi les modérés sur les questions diplomatiques, sécuritaires et militaires, aussi religieux soit-il. Il n'a rien à voir idéologiquement avec Smotrich et Ben Gvir. Donc il y a une tendance comme ça, qui est peut-être encore plus accentuée en France, étant donné la tradition laïque française, de tout réduire à une question de religion, comme si voilà, c'était Gog ou Magog. Les religieux de part et d'autre qui se font la guerre, et nous, depuis Paris, on regarde ça avec un petit peu de condescendance, parce que ces peuples-là sont décidément bien arriérés pour se faire la guerre sur des questions et des textes peut-être religieux et sacrés. C'est l'une des choses qui m'a marqué lorsque je lisais, et je continue à le faire assez fréquemment, les analyses dans les médias français qui sont régulièrement publiées. Mais à partir de ce que vous dites, me vient une idée. Est-ce qu'on peut pas dire autrement, au fond, ce que vous avez dit? Là, c'est une question que je poserai à n'importe qui. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment qu'il y a eu, d'une part, un décrochage entre le travail de l'analyse et celui de la documentation des faits, et de la production du savoir sur ce qui se passe, et puis tout simplement des analyses qui sont faites à partir d'une ignorance à la fois de ces faits, mais à la fois de la profondeur de l'histoire dans lequel s'inscrivent les événements récents. Parce qu'au fond, ce que vous pointez avant tout, c'est quelque chose comme des discours qui se construisent à partir d'une ignorance et d'un manque de savoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Martin. Oui, c'est quelque chose d'abord qui est journalistiquement assez étonnant. Moi, je ne connais pas dans l'histoire récente de conflits de cette ampleur. Je pense à la guerre en Irak des Américains, la guerre en Afghanistan, la guerre en Ukraine. À Gaza, il n'y a pas, ou très peu de journalistes indépendants qui reportent la guerre. D'ailleurs, les images que l'on voit, vous ne voyez pas les images des corps, ce sont des images de l'armée israélienne, mais les images des morts, on n'en voit aucune, on voit des images de destruction, certainement, et donc on est sidéré par l'ampleur des destructions. Mais je suis très étonné, moi. Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que ça veut dire que les journalistes ne peuvent pas rentrer dans Gaza de la même manière qu'on avait des reporters de CNN à Bagdad le jour où l'armée américaine a commencé à bombarder Bagdad? Première question. Deuxième question, je crois que donc il y a une dimension matérielle à cet écart entre les faits et les jugements. Mais il n'y a pas qu'une dimension matérielle, à mon avis. Il y a aussi une dimension, je dirais, à la fois de génération et une dimension, de morale et politique. Alors, de génération, je crois que là, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. On avait, en tout cas en Europe et en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Israël, mais en Europe et en France, on avait quand même, il faut reconnaître les choses, considéré que finalement, le conflit israélo-palestinien, il était comme au frigo, sans solution possible. Et donc, on n'en parlait plus, on ne l'enseignait plus. De telle sorte, moi je l'ai vu sur mes propres enfants, qui ont entre 14 et 17 ans, qu'ils ont absorbé le choc de l'événement comme nous tous, mais ils n'avaient pas les outils, la distance historique pour comprendre c'est où la Palestine, c'est où Gaza par rapport à la Cisjordanie, c'est qui le Hamas. Cette génération-là, elle l'a découvert en découvrant les événements. Et donc, un travail très compliqué à faire, parce qu'en effet, ils sont sur des réseaux sociaux sur lesquels, il n'y a plus une sorte de mainmise de la gente journalistique qui délivre plusieurs ou un débat sur le discours. Il y a des choses qui se déversent en flux tendu, et il n'y a pas la distance historique. Et dans les classes, c'est devenu un sujet trop sensible, sans doute pour des questions religieuses, des questions d'immigration, etc. Et donc, les professeurs ne peuvent pas non plus le traiter. Donc, il y a une question de génération. Et puis, j'ajouterais quand même, finalement, qu'il y a quand même aussi une question, c'est plus délicat, mais une question éthique et politique, c'est que, certes, on a plaqué là-dessus des logiciels décoloniales, des logiciels féministes, qui ont conduit certains à dire tout et n'importe quoi, à ne pas entendre les témoignages, à ne pas regarder les faits. Mais je dirais aussi que de l'autre côté, même si je n'aime pas de raisonner comme ça, de l'autre côté aussi, il y avait une forme d'injonction à dire « regardez ce qu'ils nous ont fait, donc vous êtes juste bon à condamner un acte d'une cruauté et d'une barbarie sans fin et à ne pas produire un jugement, un mais peut être bienveillant, un mais peut être aussi de dire
Israël est en train de tomber dans un piège et j'ai peur pour Israël de ce que Israël est en train de faire. Fais attention, Israël, à ce que tu es en train de faire parce que tu es peut-être en train de chercher vengeance alors que c'est le pire de ce que tu puisses faire. Donc le mais n'est pas uniquement une mise en accusation, il est un examen, il est une précaution, il est une participation, une conversation, un débat qui est fondamental quand on est en état de guerre. Il me semble qu'il y a eu aussi, vu la sidération du 7 octobre, une injonction à condamner, mais ne nous dites pas. Mais ne dites pas qu'il y a des problèmes. Ne dites pas que la guerre, il n'y a pas uniquement un droit à mener la guerre, ius ad bellum, il y a aussi un ius in bello, une manière dont on mène la guerre. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales et elles justifient d'aimer. Oui, vous faites allusion là, notamment à l'entretien que vous aviez fait avec Martin Walzer, qui avait tout de suite pointé... Michael Walzer, qui avait tout de suite pointé ça, d'un point de vue sioniste d'ailleurs, et qui était une manière de rentrer en dialogue avec Israël, et empathiquement, en disant, il faut faire attention à ne pas tomber peut-être dans un piège, et effectivement, probablement, les mais, il y a plusieurs natures de mais. Ouais. Cela dit, il y a quand même un gros mais massif auquel on a été confronté, parce que la manière avec laquelle les grilles idéologiques sont tombées et nous tombent dessus en permanence me semble massive, quitte à mettre les pieds tout de suite dans le plat. Et là, j'ai envie de vous poser à Martine et à Ève peut-être les questions à l'intérieur de vos rédactions respectives. Quel type de... Alors, Martine, vous en avez déjà dit beaucoup et on vous demandera de précisément raconter ce qui s'est passé. Mais quels sont les conflits au sein des... Enfin, pas les conflits, mais les discussions. De quelle nature sont-elles? Comment ça débat sur la manière dont il faut couvrir cet événement au sein des rédactions? Enfin, de vos rédactions respectives. Ève, Martine. Bon. Commence Martine. Oui. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de vous emmener dans 2 conférences de rédaction dont je me souviens, parce que je ne venais plus qu'une seule fois par semaine, donc à la conférence de rédaction de Marianne. Et que, naturellement, d'abord, il y avait eu, pardonnez-moi, je voudrais tout de même répondre sur l'histoire, pourquoi les journalistes ne sont pas à Gaza. Vous savez très bien qu'on rentre à Gaza, est sous le Hamas, est une tyrannie religieuse oppressive qui massacre ses propres ressortissants, puisque toute la gloire de Sinoir a été de liquider les pseudo-traîtres au sein de sa propre population. C'était ça. Hussein était accriminer l'État aussi. Ça n'empêchait pas les journalistes d'être en Irak. Non, mais il y avait une grande différence. Moi-même, je suis allée en Irak. Je suis allée en Irak 3 fois sous Saddam Hussein. Je suis rentrée sous des déguisements variés, mais bon, je suis quand même allée en Irak et il était très, très clair que ce régime était en train de s'écrouler totalement. Et donc, il y avait des façons de rentrer en Irak et il y avait énormément de journalistes à Bagdad, c'est vrai. Moi, je suis partie à la veille de l'intervention américaine, mais il y avait énormément de journalistes qui ont témoigné. On ne pouvait pas, le Hamas, il était impossible de rentrer à Gaza sous le Hamas, sauf à faire, il y a eu beaucoup de papiers, donc même avant le 7 octobre, sauf à faire des reportages visés par le Hamas et avec l'imprimatur du Hamas, évidemment, tous favorables au Hamas. Et les journalistes, les reporters revenaient en disant moi je suis rentrée à Gaza, formidable, je suis rentrée à Gaza et tu as eu l'imprimatur du Hamas, c'est pas grave, t'es rentré à Gaza, donc tu fais un scoop, je suis rentrée à Gaza. Donc il y a eu une absence, je voudrais quand même pointer qu'il y a eu tout de même une certaine absence de déontologie avant, sur la façon de rentrer ou pas à Gaza. Donc ceux qui ne pouvaient pas rentrer à Gaza, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas exercer leur métier dans des conditions décentes, honorables à Gaza. Voilà, ça je voulais vous répondre, simplement. Mais aujourd'hui, c'est pas le Hamas qui décide qui rentre et qui sort dans le Gaza. C'est la guerre, donc on ne peut rentrer soit par, je suppose qu'on peut rentrer soit par Rafah du côté égyptien, mais il y a énormément, vous savez très bien que tous ceux qui ont couvert la guerre étaient des gens d'Al Jazeera et qui étaient en même temps, dont beaucoup étaient aussi affiliés, protégés par le Hamas. Il y a cette réalité médiatique. Il y a eu un énorme débat sur les photographes de presse employés par des grandes agences internationales qui ont filmé le massacre en train de se faire.
Moi-même, j'ai écrit un papier parce qu'il y a eu un scandale qui a éclaté où on se demandait si ces journalistes, si ces photographes, quel était leur rôle, parce qu'ils ont filmé les maisons en train d'être brûlées, ils ont filmé les gens en train d'être enlevés. Quel est le rôle d'un photographe de presse qui vient de Gaza et qui envoie ces photos-là à des agences internationales? Moi, j'ai fait un papier à partir d'une enquête de Honest Reporting, qui est une agence de médiatique israélienne et qui a été fortement critiquée après, sans doute parce qu'elle avait le tort de ne pas penser bien. Et j'ai fait un reportage en reprenant ces informations. Mais immédiatement après, dans les colonnes de mon ex-journal, et ça a été, ces gens-là ont été aussi blanchis. Par ailleurs, je voulais juste vous dire, les conférences de rédaction, pour le récit, l'ambassade d'Israël, Ève parlait de la propagande, évidemment, des récits. Mais par exemple, courant novembre, je ne sais pas si vous étiez là-bas ou si vous étiez ici, courant novembre, l'ambassade d'Israël en France organise une réunion pour les journalistes français, basés à Paris, qui n'étaient pas en Israël et qui n'avaient pas visionné les images données par les GoPro des terroristes du Hamas. Et donc, par ces images, on voit l'horreur filmée et les cris de joie des massacreurs en train de massacrer. Et donc, un certain nombre... Donc, l'invitation parvient à Marianne, mais je ne savais pas, je m'informe, et on me dit à l'ambassade que l'invitation est parvenue à la directrice de la rédaction. Donc, je dis, mais moi, ok, d'accord, mais je voudrais bien y venir aussi, bien sûr. Et au même moment, donc au moment où je les contacte à la rédaction, on me dit qu'il y a un papier, bien sûr, moi, il n'y a pas de problème pour que j'y aille le lendemain au visionnage de ces terribles images qui avaient été visionnées en Israël par les envoyés spéciaux, beaucoup plus tôt, fin octobre, je crois. Mais que la direction de la rédaction à Marianne a organisé une espèce d'interview d'un autre journaliste, d'un autre hebdomadaire, pour commenter justement cette opération, je mets des guillemets, cette opération médiatique, cette opération de propagande de l'ambassade d'Israël, en organisant cette rencontre, ces visionnages, tenait à faire pression bien sûr sur l'opinion. Et donc, c'était une opération. Donc, il ne s'agissait plus de le regarder de façon un peu... en tant que journaliste, mais il s'agissait tout de suite, non pas de raconter ce qu'il y avait dans ces images, qui serait diffusé le lendemain à l'ensemble de nos confrères et de nos consoeurs, mais d'expliquer tout de suite dans un papier qui est sorti la veille, et dont je n'avais pas été avisée, mais que j'ai découvert, que c'était une opération de propagande de l'ambassade d'Israël pour, en quelque sorte, absoudre finalement la riposte, l'offensive qui était à l'œuvre donc dans la bande de Gaza. Et ça a été... Alors, bien sûr, on m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tu feras un papier, toi aussi. J'ai fait un papier le lendemain, bien sûr, quand j'ai vu ces images que vous avez vues, Ève, bien sûr. Et simplement, le premier papier... Ça a été un parti pris de dire attention, l'ambassade d'Israël organise ce visionnage des GoPro du Hamas et l'objectif est bien évidemment de donner des arguments à ceux qui sont au combat contre le Hamas, contre les Palestiniens, disait-on, à Gaza. Donc ça, c'est quelque chose de très violent. Je pense que c'est quelque chose que journalistiquement, je récuse ce procédé. Et je l'ai dit, bien entendu. Voilà, ça, j'ai peut-être pris... Je me suis un petit peu étendue. Tout de même, c'était... cette façon de faire n'était pas, pour moi, déontologiquement honorable. Ce visionnage... Oui, on l'a couvert. Alors... Pas immédiatement, parce il y a eu un débat dans la rédaction sur qu'est-ce qu'on fait de ces images. Donc, il a été fait le choix d'en faire mais plutôt 15 jours après, pas immédiatement, le temps que ce débat soit tranché, c'est important qu'il y en ait, sur le statut de ces images. Et puis aussi,
puis leur violence et et donc le choix a été fait d'en faire un compte-rendu extrêmement détaillé, minute par minute. Et c'est le service Check News qui l'a fait. C'est le correspondant en Israël à la demande du service Check News, le plus factuel possible. Et je trouve que c'était très juste parce qu'il y a quand même une distinction cardinale à faire qui est entre les faits et les opinions et les discours. Nous, les journalistes, on est quand même là pour établir les faits, ce qui est très difficile. Les conditions de production de l'information, je pense, n'ont jamais été aussi difficiles aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a dit, notamment sur les conditions d'accès à l'information. Mais quand même, c'est important. Moi, les discours, j'essaye de les mettre de côté. Évidemment, dès que j'ouvre Twitter, je m'en prends plein et je me prends l'avalanche des discours et des génocides, etc. Et donc, c'est violent. Mais quand même, je pense que moi, j'ai toujours, dans les comités de rédaction, conférences de rédaction, quand le sujet venait, il est venu plusieurs fois, insisté là-dessus, sur le fait qu'on devait vraiment s'en tenir aux faits. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était partagé. Être plutôt en deçà qu'en delà. Donc, je disais aussi attention aux unes, les unes, attention à l'iconographie, parce que voilà, un journal, c'est aussi des unes qui frappent l'opinion. Donc, attention à être aussi être en deçà, ce que j'appelle être en deçà, c'est-à-dire par exemple sur la une qui a fait beaucoup parler d'elle, sur les 30 000 morts, là, voilà, sur les 30 000 morts, qui est certes un ordre de grandeur, chiffre non vérifié comme on l'a dit, de manière indépendante, etc. Moi je pense qu'on pouvait faire catastrophe humanitaire à Gaza ou la tragédie humanitaire. On pouvait parler de Gaza sans forcément mettre en avant un chiffre qui, n'étant pas vérifié, pose un problème déontologique et puis finalement sert la propagande du Hamas, puisque ce chiffre ne fait pas la distinction notamment entre les civils et les combattants. D'après l'armée israélienne, il y aurait quand on était à cet étiage-là, c'était 14 000, donc la moitié, donc une proportion d'1 sur 2 qui est on va dire, plutôt... voilà. Dans ce numéro de Libération, c'était qu'il y avait cette une, effectivement, qui a suscité, me semble-t-il, à juste titre, beaucoup de polémiques. Et à l'intérieur du journal, tous les outils pour déconstruire son usage, c'est-à-dire ces chiffres ne sont pas vérifiés, ils sont donnés par une seule source, et on voyait bien qu'il y avait, il y avait à la fois l'information et en même temps une orchestration, de l'événement qui était en décalage avec l'information. Ça traduit quelque chose d'un peu schizophrénique. Ça traduit ce que je vous disais, ouais. La différence que Martine, dont vous parliez aussi, entre l'éditorial et l'information. Enfin, les faits, une, et surtout les unes de Libération, elles sont connues pour ça. Une, c'est une prise de position. C'est une prise de position politique aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'insistais beaucoup sur notre responsabilité comme journaliste de ne pas ajouter de la haine à la haine. Enfin, il y en a déjà. Enfin, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, c'est très important. Et d'être... Voilà. On a cette responsabilité quand même. De ne pas nourrir justement les discours négationnistes, enfin, ou en tout cas le relativisme voilà. Et j'ai eu aussi un débat avec Check News sur un autre article qu'ils avaient fait sur le 7 octobre et qui disait qu'il y avait eu un certain nombre une mystification autour du 7 octobre, un certain nombre de rumeurs non vérifiées, les fameux 40 bébés, etc. Et je leur ai dit, c'est très important d'être rigoureux, mais voilà, Raoul Hilberg, il écrit La destruction des Juifs d'Europe en 1961, 15 ans après. On peut pas prétendre écrire l'histoire en temps réel, en fait. Et sur certains sujets, il faut attendre, tout simplement. Attendre parce que c'est pas opportun, parce que ça va être récupéré, ça va être instrumentalisé contre Israël et contre les Juifs, et que ça peut avoir des conséquences concrètes avec des gens qui se font casser la gueule. Et d'ailleurs, ça en a eu. Et puis parce que, voilà, c'est ça. Et puis parce que l'histoire, il faut du temps pour l'écrire, quoi. Il faut du temps pour vérifier, etc. Et le bouche à la rumeur, c'est normal qu'un événement suscite des rumeurs, en fait. Voilà. Et donc, je trouvais que en fait, on va trop vite. Voilà, on va trop vite. On est poussé, on est sous pression. Je pense que vous aviez raison de le dire aussi. On est sous pression de tous les côtés. On a une pression idéologique très forte. Et il faut voilà, prendre le temps.
Est-ce que cette pression idéologique, c'est aussi celle de la confusion entre le Hamas et la cause palestinienne qui s'est renforcée au fil du temps? Et est-ce que ça a joué aussi tous ces discours politiques plus radicaux, la France insoumise notamment, qui ont plus de place aujourd'hui nécessairement dans notre débat public de par leur représentation à l'Assemblée nationale? Comment ça a pu nourrir les débats et aussi de devoir peut-être leur donner la parole, rapporter tout ce qui était en lien avec le génocide, avec toutes ces perceptions et devoir donner cette information quasi quotidiennement aussi? Bon, moi, si vous voulez, l'étonnant dans l'organe de presse où j'étais, c'était que c'est un journal qui s'illustrait par vraiment sa lutte très, très bien, enfin, sa lutte très contre l'islamisme, contre le mensonge de LFI. Et contre le wokisme, c'est-à-dire contre vraiment tous ces phénomènes qui se mettaient en place. Mais brusquement, il y avait un angle mort dès que ça venait when it comes to Israel, quand le sujet devenait Israël, tout s'écroulait. C'est-à-dire que les rédactions société, les rédactions politiques faisaient et continuent à faire un très bon travail, excellent. Le service international a courbé le dos et de toute façon, je suis désolée de le dire, mais j'étais au sein de ce service et depuis quelque temps, c'était un mélange de médiocrité, d'ignorance et de parti pris violent, anti-israélien. Donc, bon, ça, c'était clair. Et ensuite, il y avait ce socle, surtout, je reprends ce que j'ai dit au début de cette émission, c'est un socle idéologique qui était imposé, qui reste imposé par la directrice de la rédaction. Et finalement, il s'agissait d'insérer tout ça dans ce socle. Qu'est-ce que c'est que ce socle idéologique? C'est tout simplement l'anti-américanisme. C'est ça le fonctionnement. Il n'y a qu'une seule personne que j'incrimine, c'est Madame Polony. C'est Natacha Polony, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Et donc, c'est à partir de ce socle, il s'agissait de plier l'événement pour le faire rentrer dans son cadre. Et si vous voulez, elle ne se comportait là-dedans ni comme une journaliste, parce qu'un journaliste prend les faits et ensuite il fait l'enquête. Ce que vous faites, Ève, ce que je faisais, ce qu'on faisait tous d'ailleurs, un grand nombre d'entre nous. Hein. Mais elle se comportait comme une idéologue. Elle part toujours d'un postulat, et il s'agit de faire rentrer les faits dans ce postulat. Et le socle anti-américain, c'est cardinal. Et je voudrais juste relire 3 mots extraits d'un livre formidable qui s'appelle Un peuple paria, écrit par l'historien britannique I.M. Maccoby, et qui a résumé le mouvement d'opinion qui a traversé la gauche. Et attention, parce que Natacha Polony, elle ne sait pas comment se définir. Elle est souverainiste, ok, tout le monde le sait. Mais en ce qui concerne ce débat-là, c'est-à-dire la tragédie de ce qui se passe, Israël, le sionisme, le terrorisme du Hamas, la cause palestinienne, attention, elle a toujours répété, il ne faut pas prêter le flanc ni aux uns ni aux autres. Ce vertige de l'équilibre, ou plutôt du manque d'équilibre qu'elle pourrait éprouver, a évidemment conditionné toute son attitude et tous ses éditoriaux. Je reprends juste ce que disait très brièvement I.M. Maccoby dans Un peuple paria. L'un des principes cardinaux, je cite, de l'antisémitisme de gauche est que le sionisme ne constitue pas un véritable mouvement national, mais un instrument du capitalisme occidental défendant les intérêts américains au Proche-Orient. Ce point de vue amène à nier toute l'histoire juive ainsi que les liens historiques des Juifs
avec la terre d'Israël. Il est à l'origine de l'utilisation péjorative du terme sionisme comme équivalent d'impérialisme. Je vais vous dire, ça a été d'autant plus douloureux pour moi de faire cette constatation que j'avais été très heureuse de mettre en contact Natacha Polony et le grand historien Georges Bensoussan. Et je pensais qu'elle avait compris ce qu'écrivait Georges Bensoussan dans toute son œuvre, y compris dans son origine, aux origines du conflit israélo-arabe paru aux presses universitaires de France. Et elle a fait d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, il y a environ un an, une excellente interview vidéo de Georges Bensoussan. Simplement, donc, il semblait qu'elle ait compris. Mais le socle, l'idéologie a ceci de fort qu'elle avale celui qui en est imprégné. Dror, je voudrais vous poser une question, parce que je sais que vous devez partir pour aller à un direct sur votre chaîne. Je voudrais vous poser une question sur la manière dont vous avez le sentiment, suite à ce que vient de dire Martine, avec laquelle les mots sionisme, antisionisme sont maniés en France et dans le monde depuis le lieu où vous êtes en Israël. Comment vous avez le sentiment que c'est compris, pas compris, connu, mal connu? C'est quoi votre perception? Oui, c'est curieux parce que justement, je suis en train de travailler sur un article sur cette question. Oui, bon, il n'est pas nouveau que ce sont des mots qui suscitent beaucoup d'émotions, d'interprétations différentes et parfois délirantes. Le sionisme et l'antisionisme, vous savez, à l'origine, ce sont des questions juives et uniquement juives. C'est un débat interne au peuple juif, un débat vieux de plus d'un siècle. Est-ce que les juifs doivent s'émanciper politiquement, puisque les premiers antisionistes au sens spécifique du terme, eh bien, c'est l'orthodoxie juive. Lorsque le grand rabbin séfarade d'Israël dit, c'était le cas il y a 2-3 semaines, parce que le débat sur la conscription des orthodoxes a rejailli, si on nous oblige d'aller à l'armée, eh bien nous quitterons le pays. Ça, c'est un propos plus antisioniste que tous les propos des députés de la LFI réunis. J'exagère, bien évidemment, mais l'antisionisme à l'origine, c'est ça, c'est un débat interne au peuple juif. Est-ce qu'on peut ou doit s'émanciper politiquement, devenir un peuple qui dispose, comme les autres, des instruments et des attributs de la souveraineté politique, de l'entrée en politique ou non? Alors bien évidemment, la question palestinienne se grève là-dessus, mais le fait que à nouveau rejaillissent les interprétations délirantes du sionisme, que à nouveau, comme l'avait très bien décrit Jean Kelevitch et d'autres, l'antisionisme est une manière bien commode d'exprimer des sentiments nettement moins avouables. Alors tout cela n'est pas véritablement surprenant parce que les passions sont déchaînées. Donc c'est pas nouveau, mais ça prend à nouveau une ampleur terrible. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on lit encore une fois des analyses plus que des articles factuels, eh bien, on réalise à quel point, pour beaucoup de gens en France notamment, mais pas uniquement, le sionisme se réduit à sa version la plus religieuse et nationaliste, alors que c'est loin d'être le cas. La majorité des Israéliens ne se reconnaissent pas dans ces courants-là, même s'ils ont plus d'ampleur et d'influence, certainement, qu'il y a encore quelques années. L'État d'Israël, le sionisme comme idée ne peuvent pas se réduire à ce genre de choses. Le sionisme, comme le disait le grand écrivain Amos Oz, c'est un nom de famille. De l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez des sionismes bien différents. Par contre, de plus en plus, dans certains, à l'extérieur d'Israël, on a un seul antisionisme et il traîne des choses qui sont véritablement peu recommandables. Je ne suis pas le premier à le dire, c'est presque un cliché, mais il est assez frappant de constater à quel point, à nouveau, et peut-être encore une fois avec plus d'ampleur qu'auparavant, étant donné que les enjeux sont peut-être plus importants, étant donné que le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre a pris une dimension, comment la décrire, une dimension qu'il n'avait pas eu depuis bien longtemps et que toute une dimension exacerbée, je pense que c'est le terme. Donc forcément, la terminologie bien commode que certains utilisent, elle aussi est exacerbée et que certains thèmes et certains mots sont utilisés avec trop de facilité, avec trop de légèreté.
voilà, j'ai en tête un éditorial récent publié dans Libération, justement, où il y avait bien des contresens sur le sionisme, où il était dit, c'était Thomas Legrand qui écrivait que les antisionistes, pour la plupart d'entre eux, ne veulent pas la disparition d'Israël, ils veulent un seul État pour deux peuples qui sont si imbriqués. Ben oui, mais un seul État, c'est la fin d'Israël. Donc, il y a une contradiction dans les termes. Et entre parenthèses, Legrand faisait un contresens historique total lorsqu'il parlait des bundistes comme étant des partisans de l'intégration des Juifs dans les sociétés dans lesquelles ils vivaient, alors que les bundistes étaient certes des socialistes, mais des socialistes territorialistes. C'était des sionistes qui avaient de mal de mer, selon la pique qui leur avait été lancée par un certain Lénine, il me semble. Donc voilà, bien des confusions, y compris dans des esprits très éclairés, a priori très, très, très modérés, comme celui de Thomas Legrand. Je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup, Dror. À bientôt. Merci beaucoup de votre présence pendant cette heure qui doit malheureusement se terminer. Mais je voudrais quand même poser une dernière question. Probablement, Martin aura la primeur là-dessus, mais vous, Ève aussi. Mais Ève, vous avez beaucoup marqué, on n'est pas rentré dans les détails, mais la concurrence qu'il pouvait y avoir entre les réseaux sociaux et la presse à proprement parler. C'est une vraie question sur lequel on aurait pu parler davantage. Mais il y a autre chose aussi que la manière avec laquelle l'espace médiatique a été, empesé de ces tweets et de cette rumeur venant des réseaux sociaux. C'est la manière avec laquelle les tribunes, les pages idées des magazines sont rentrés dans la danse et dans la bataille. Et c'est là où Martin, je voudrais vous poser la question sur comment vous avez vu les intellectuels, disons, arriver dans cette grande logomachie, on pourrait dire, dans ce grand débat sur les termes, le mot génocide, le mot apartheid. Moi, je sais que vous avez publié, par exemple, un texte d'Eva Illouz contre l'usage du mot génocide par Didier Fassin, un autre texte contre l'expression acte de résistance de Judith Butler. Vous avez été très attentif à cette dimension-là, et je voudrais avoir votre vision générale sur, disons, la place des intellectuels, la place des philosophes parfois dans cette guerre de l'information dont on a parlé depuis une heure maintenant. Ils sont pas hors du lot, c'est-à-dire ils sont aussi passionnés, aussi engagés que tous les citoyens. Et donc en effet, il y a eu d'autant, je crois, du fait de l'absence un peu de récits et de factualité véritable. Le jugement a été très sollicité, et donc ils ont parfois dit un peu tout et n'importe quoi, comme tout un chacun d'ailleurs sur ce conflit, en portant des jugements moraux, des jugements politiques, des jugements stratégiques qui étaient parfois peu informés. De garder un petit peu de rationalité et d'objectivité. Ce que je trouve, ça reste, je veux dire, pour ne pas être uniquement sinistre, moi, il me semble qu'il y a quand même des choses... il y a un débat qui était intéressant. Et nous, notre souci, en tout cas, ça a toujours été, par exemple, quand on a donné la parole à Eva Illouz, qui était un peu fâchée, même en colère contre la manière, parce que c'est pas uniquement, elle ne récuse pas le débat sur est-ce qu'un génocide est en cours ou pas. C'est une question qui mérite d'être examinée. C'est une question d'abord juridique, c'est un concept juridique, le génocide, c'est une définition juridique, est-ce qu'il s'applique ou pas, est-ce qu'il y a une intentionnalité d'Israël, etc. Donc tout ça mérite d'être pas rejeté en disant ce sont nos ennemis, donc ça mérite d'être examiné de manière posée et pas avec des anathèmes. Et donc Eva Illouz, elle, en réalité, Didier Fassin avait produit une chronique un peu, on pourrait dire perverse, mais bon, si on veut, qui signalait que c'était peut-être le premier génocide du XXIe siècle, la guerre à Gaza. Pourquoi ? Parce que dans son modus operandi, dans la manière dont cette guerre avait surgi, elle était censée avoir des accointances, des ressemblances avec une intervention des Allemands au début du siècle en Namibie pour se venger contre le peuple des Herero, et donc il faisait une analogie entre ces deux situations et disait peut-être, elle était fâchée contre le procédé analogique, la similitude, c'était deux cas exceptionnels qui ne se ressemblaient pas. Elle lui a fait une petite leçon d'épistémologie historique et sociologique, et surtout elle a montré comment le concept de son point de vue ne s'appliquait pas. Et il me semble qu'elle a gardé son calme. Et elle a gardé son calme, exactement. Mais ce que je veux dire, moi je trouve que c'est important là-dessus, y compris pour ceux qui
sont engagés du côté d'Israël, etc., que ces questions puissent être, justement, qu'on ne laisse pas la place uniquement à des jugements intempestifs en disant « nous sommes les bons, nous on a fait y a-t-il des bons et des méchants ?» sans parler uniquement d'Israël. Mais voilà, est-ce que peut-être sortons un peu de ces catégories enfantines des bons et des méchants et essayons d'examiner les questions. Et donc ça s'est posé pour la question du génocide, qui mérite un examen. Ça se pose aussi pour la question coloniale. Dans le monde intellectuel, la pensée décoloniale, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est sur tous les campus, etc. C'est le nouveau logiciel intellectuel. C'est pas inintéressant, la pensée décoloniale. Frantz Fanon, c'est une grande œuvre de philosophie. Est-ce que le logiciel décolonial peut être plaqué sur Israël ? Je crois que là, il a montré que ses limites, parce que, évidemment, Israël, c'est pas la France en Algérie, c'est pas l'Angleterre en Inde, c'est une construction historique toute différente. Et donc, moi, j'essaie, par exemple, à mes enfants, d'expliquer que Israël n'est pas un État colonial au sens où la France a pu l'être en Algérie. Oui. Mais ils me répondent, et c'est là où ça devient intéressant, ils me répondent, mais j'ai entendu Netanyahou aujourd'hui qui avait validé autant de nouvelles colonies en Cisjordanie. Ah, oui, alors le terme de colonie en Cisjordanie, c'est pas le même qu'on utilise, mais tout ça, il faut l'expliquer, il faut rendre compte, et il faut aussi peut-être... J'en viens à dernière chose, je réponds là sur le sionisme. Il faut peut-être aussi que cet événement, avec tout le tragique qu'elle a, elle soit peut-être aussi un moment d'examen, de réflexion, de prise de distance historique de la communauté juive, de peut-être Israël. Moi, j'ai fait un dernier entretien là-dessus avec Delphine Orviller, qui peut difficilement être soupçonnée d'antisémitisme ou d'attaque contre Israël, mais où elle dit que c'est un défi le 7 octobre, parce que finalement, Israël a acquis, c'est la grande révolution du sionisme et de la conscience juive. La naissance d'Israël, c'est l'entrée des Juifs et de la conscience juive dans l'ère de l'État et de la souveraineté, dans l'ère de la puissance, dans l'ère de la guerre. Et la question, c'est comment est-ce que la conscience juive, qui est associée classiquement du fait de l'absence d'un État, à la vulnérabilité, à la fragilité, au fait d'être un peuple paria, comment est-ce qu'un peuple paria, dès lors qu'il accède à une souveraineté, peut faire usage de cette souveraineté en préservant son souci de la vulnérabilité des êtres. Et donc c'est peut-être le logiciel du sionisme lui-même qui mérite d'être réexaminé. Donc je dis, oui, il y a à la fois une projection fantastique de clichés, de concepts qui ne marchent pas, d'engagement, par exemple, sur le féminisme en particulier radical, c'est complètement planté sur ce coup-là, et donc c'est révélateur des limites de ces concepts, mais c'est aussi une occasion de voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce que c'est qu'un État colonial ? Jusqu'où, comment, quelles limites ? Qu'est-ce que c'est que la définition du sionisme ? Eh bien ça, c'est des défis intellectuels, des défis politiques qui sont stimulants. Vous voulez... Non, parce qu'on va malheureusement couper. Bien sûr. On est sur des... Non, juste ce que je voudrais dire pour les auditeurs, c'est qu'il y a l'espace public des réseaux sociaux, où les journaux sont aussi sont partie prenante, mais et l'espace médiatique. Et je pense que quand même, nous les journalistes, on essaye de s'en tenir quand même aux faits. Les journaux rendent compte des idées, font vivre le débat d'idées, et c'est important. Il y avait l'édito de Thomas Legrand, il y a eu celui de chez nous de Jean Quatremer sur le terme génocide. Vous voyez, ça se répond, etc. Mais attention, je pense à pas penser que à pas confondre l'espace médiatique et l'espace public. Et je pense que les auditeurs, ils doivent aider les journaux et les acheter et les ouvrir, et pas seulement voir ce qui arrive sur Twitter de manière très déformée, parce que c'est quand même un prisme déformant. Merci beaucoup à tous les quatre, Martine Gozlan, Martin Legros, Eve Seftel et Dror Even-Sapir en direct d'Israël, d'avoir été avec nous pour ces échanges passionnants, pour ces retours sur ces dysfonctionnements quelque part qu'on a pu observer dans la presse depuis le 7 octobre pour ces 6 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Academ et RCJ. Merci à vous, Stéphane Bou. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci.